Grégoire avait toujours cru qu'il connaissait sa femme. 15 ans de mariage lui semblaient largement suffisants pour décrypter chaque expression, chaque silence, chaque nuance de son humeur. Mais cet après-midi de mardi, quand sa voix ne retentit pas au téléphone, juste un message glacial. Je suis occupé, quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas le message en soi, mais le vide qu'il portait, cette distance émotionnelle condensée en deux petits mots. Grégoire se trouvait dans les bureaux de l'entreprise de distribution alimentaire où il travaillait comme responsable des opérations, entouré de tableurs et de rapports d'inventaire, mais son esprit était ailleurs. Il fixa son téléphone de longues secondes, relisant le message comme s'il pouvait en extraire un sens caché. Claire n'avait jamais été aussi froide. Même les jours les plus chargés, elle trouvait toujours le temps d'un petit je t'aime ou d'un emoji tendre. Là, c'était différent, c'était anormal. Grégoire avait 41 ans et se considérait comme un homme pragmatique. Il résolvait des problèmes pour vivre, logistique, distribution, délai serré. Quand quelque chose dysfonctionnait, il enquêtait, identifiait la cause et agissait. Et à cet instant précis, tous ses instincts hurlaient que son mariage était en panne. Claire, sa femme de 39 ans, était agente immobilière à Lyon, l'une des meilleures de son agence. Au cours des 6 derniers mois, elle était devenue une étrangère. Elle partait plus tard, rentrait plus tôt, passait des week-ends entiers à conclure des ventes. Son téléphone, autrefois posé négligemment sur le plan de travail, restait désormais constamment dans sa main, protégé par une nouvelle reconnaissance faciale qu'elle n'avait jamais proposé de partager. Grégoire avait tenté de parler de reconnexion, proposer une thérapie de couple, organiser un week-end romantique. Claire esquivait toujours, invoquant le stress d'un marché immobilier ultra compétitif. Mais ce message de l'après-midi fut la goutte d'eau. 1 heure plus tard, il rappela messagerie directe. Il attendit encore 30 minutes, faisant semblant de travailler tandis que l'angoisse dans sa poitrine se transformait en boule brûlante. À 15h30, il n'en pouvait plus. Il attrapa ses clés de voiture, prétexta une réunion extérieure et quitta le bureau. Le trajet jusqu'à l'agence immobilière de Claire dura 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles son esprit repassait en boucle des mois de petits signaux qu'il avait ignorés, le parfum inconnu, les nouveaux dessous cachés tout au fond du tiroir, les rires étouffés au téléphone tard le soir alors qu'il était censé dormir. À l'accueil, une jeune femme d'une vingtaine d'années au sourire professionnel lui annonça que Claire était partie faire une visite de biens et ne reviendrait pas avant la fin de la journée. Grégoire demanda de quel bien il s'agissait, feignant la nonchalance. La réceptionniste fronça les sourcils, consulta l'ordinateur et répondit que le système n'avait pas cette information. Parfois, elle enchaîne directement sur des rendez-vous personnels après les visites, expliqua-t-elle, ignorant le poids de ses mots. Grégoire la remercia et partit, le cœur battant à tout rompre. Assis dans sa voiture garée de l'autre côté de la rue, il se rappela soudain quelque chose, l'application de géolocalisation. Lui et Claire l'avaient installée des années plus tôt quand leur fils Ethan était petit, comme mesure de sécurité familiale supplémentaire. C'était le genre d'application qu'on installe et qu'on oublie sans jamais la désactiver. Grégoire l'ouvrit sur son téléphone, s'attendant à ce qu'elle soit obsolète ou désactivée. Mais non, la position de Claire clignotait clairement sur l'écran. Elle se trouvait dans une résidence de standing à la périphérie de Lyon, dans le quartier huppé de la Confluence/Gerland revisité en zone très prisée. Il consulta le site de l'agence. Aucune annonce active dans ce secteur. Aucune. L'adrénaline monta d'un coup. Grégoire entra l'adresse dans le GPS et roula, s'obligeant à respirer. Son esprit oscillait entre un déni désespéré, peut-être un nouveau client, peut-être que l'appli est fausse, et une certitude brutale qui grandissait dans ses tripes. Il se gara en face de la résidence, un immeuble moderne en verre et acier avec parking souterrain et sécurité discrète. La voiture de Claire, un SUV gris-argent qu'il avait aidé à choisir, était garée dans une rue adjacente. Grégoire coupa le moteur et attendit, les mains moites sur le volant. 40 minutes passèrent. Chaque minute était une torture. Il observa les résidents aller et venir, un livreur de repas, un chien promené. Puis elle apparut. Claire sortit par la porte principale, les cheveux légèrement en désordre, portant un chemisier qu'il ne connaissait pas. Elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait un homme grand, vêtu d'un costume gris impeccablement taillé, cheveux gris soigneusement coiffés en arrière, le genre d'homme habitué au luxe. Il parlait doucement, intimement, avec cette gestuelle que Grégoire reconnut immédiatement, celle des amants. Et puis cela arriva. L'homme attira Claire par la taille, lentement, délibérément, et l'embrassa. Ce n'était ni rapide ni anodin.
C'était long, profond, familier. Grégoire eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ses mains tremblaient quand il sortit son téléphone et prit des photos. 1, 2, 3. Le baiser, l'étreinte, le sourire sur le visage de Claire quand ils se séparèrent enfin. L'homme monta dans une Tesla noire et Claire regagna sa voiture, vérifiant son téléphone avant de partir, sans doute pour voir si Grégoire avait rappelé. Il la suivit à distance jusqu'à ce qu'elle se gare devant un café du centre-ville où elle resta seule 1 heure travaillant sur son ordinateur portable. Grégoire n'entra pas. Il ne pouvait pas. Il rentra au bureau en pilotage automatique, son esprit digérant ce qu'il venait de voir. Ce soir-là, à la maison, Claire rentra vers 19 h, souriante et détendue, des dossiers professionnels sous le bras. « Salut mon amour, ta journée ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur le sommet du crâne pendant qu'il aidait leur fils Théo avec ses devoirs de maths. « Bien, répondit Grégoire, la voix étonnamment stable. Et la tienne ?» Claire débita son histoire répétée. 3 maisons montrées, une vente signée, circulation infernale. Chaque mot était un mensonge, et Grégoire le savait. Il hocha la tête, fit semblant d'écouter, attendit. Les enfants dînèrent, regardèrent la télévision, allèrent se coucher. Claire prit une longue douche, c'est là que Grégoire passa à l'action. Son téléphone était posé sur le plan de travail de la cuisine, en charge. Il connaissait encore son ancien mot de passe de sauvegarde, cette combinaison de dates importantes qu'elle n'avait jamais vraiment changée. Les mains tremblantes, il le tapa. Le téléphone se déverrouilla, il ouvrit WhatsApp, et là, épinglé en haut de ses discussions, Richard Renaud. Grégoire cliqua. Ce qu'il découvrit au cours des minutes suivantes anéantit le dernier lambeau d'espoir. Des messages remontant à 8 mois, déclaration d'amour, plan de rendez-vous secret, photos intimes, plainte sur Grégoire. Il ne remarque même plus quand je ne suis pas là. Avait-elle écrit 3 semaines plus tôt. Il est tellement prévisible. Richard, toi tu me fais me sentir vivante. Grégoire lut tout avec une froideur qui le surprit lui-même. Richard était clairement l'homme de la résidence, un investisseur immobilier aisé que Claire avait rencontré en début d'année. Les messages mentionnaient des dîners avec ses amis qui étaient au courant de sa nouvelle compagne. Grégoire comprit que leur relation était quasiment publique dans un autre cercle social. Il prit des captures d'écran méthodiques. Il s'envoya tout dans un dossier caché. Il effaça l'historique des messages envoyés. Il reposa le téléphone exactement là où il l'avait trouvé. Quand Claire sortit de la salle de bain, il était dans le salon, en train de regarder un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. « Je vais me coucher tôt, » dit-il. « Je suis épuisé. » Claire embrassa Grégoire sur le front. « Dors bien, mon amour. » Grégoire monta les escaliers, s'allongea à côté d'elle quand elle finit par se coucher et resta éveillé toute la nuit, fixant le plafond, en train de planifier. Le lendemain matin, mercredi, Grégoire appela son travail pour dire qu'il était malade, urgence familiale, et partit tôt. Sa première étape fut le cabinet d'un avocat spécialisé en divorce, un homme que collègue lui avait recommandé des années plus tôt autour d'un déjeuner. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années nommé Martin Hervé, écouta le récit de Grégoire avec une expression calme et expérimentée. « Avez-vous des preuves ?» demanda Martin. Grégoire lui montra les photos du baiser, les captures d'écran WhatsApp. Martin hocha lentement la tête. En France, le divorce pour faute existe toujours dans certains cas, et l'adultère peut influencer le partage des biens et la garde des enfants. Vous avez bien fait de tout documenter. Il nous en faudra davantage. Il lui recommanda un expert comptable judiciaire pour examiner leurs finances communes, et conseilla à Grégoire de poursuivre une surveillance discrète quelques jours de plus. Grégoire se rendit ensuite dans un magasin d'électronique et acheta une petite caméra de sécurité discrète. Cet après-midi-là, il l'installa dans le garage, orienté pour filmer l'entrée de la maison. Le jeudi soir, Grégoire prétexta un déplacement professionnel impromptu à Bordeaux, chose courante dans son métier. Claire sembla soulagée. « D'accord, chérie, tu rentres quand ?»« Samedi matin, » mentit Grégoire. Il prit une chambre d'hôtel à 1/4 d'heure de chez eux et surveilla la caméra via son téléphone. À 2 heures du matin, le vendredi, la caméra captura exactement ce que Grégoire redoutait et attendait, une Tesla noire se garant dans l'allée. Richard en descendit. Claire ouvrit la porte, encore en peignoir. Ils s'embrassèrent sur le seuil de la maison où Grégoire avait élevé ses enfants. Richard entra, la porte se referma. Grégoire regarda 30 secondes avant d'éteindre l'application. Incapable de continuer, il but la moitié d'un verre de whisky, le premier depuis des mois, et se força à dormir. Le vendredi matin, Grégoire appela Martin et lui envoya la vidéo. « C'est largement suffisant, » dit l'avocat.
Elle a fait entrer son amant dans le domicile conjugal alors que vous étiez censé être absent. Cela renforce considérablement votre dossier, surtout pour la garde. Préparons tout pour que vous puissiez la confronter ce week-end. Grégoire envoya également les preuves à l'expert comptable qui commença à examiner les relevés bancaires. Quelques heures plus tard, l'expert rappela. Il y avait des dépenses importantes que Claire avait faites sans en parler. Bijoux de luxe dans une boutique haut de gamme, dîners romantiques et même des paiements pour un week-end dans un spa relais château où elle et Richard avaient en beau clairement séjourné. Le tout réglé avec leur carte commune. Le samedi matin, Grégoire demanda à ses parents de venir chercher Théo et sa petite sœur Léa pour la journée. « J'ai besoin de parler à maman de certaines choses », expliqua-t-il vaguement. Les enfants, ravis à l'idée de passer du temps avec leurs grands-parents, partirent joyeusement. Claire était dans la cuisine en train de faire du café quand Grégoire entra et posa une grosse enveloppe sur le plan de travail en marbre. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, encore en pyjama, les cheveux en chignon désordonnés. Grégoire ne répondit pas tout de suite. Il ouvrit l'enveloppe et étala les photos imprimées sur le comptoir. Claire et Richard s'embrassant devant la porte de l'appartement. Capture d'écran WhatsApp agrandie et surlignée. Relevé bancaire avec des cercles rouges autour des transactions suspectes. Et enfin, des images extraites de la vidéo de la caméra de sécurité montrant Richard entrant chez eux à 2 heures du matin. Claire se figea complètement, la couleur quitta son visage. Grégoire, il leva la main pour la faire taire. « Tu m'as dit que tu étais occupée, Claire. C'est ce que tu m'as écrit mardi. Tu étais occupée. » Sa voix était basse, maîtrisée, mais chargée de venin. Occupée à quoi exactement ? Occupée à détruire notre famille ? Occupée à coucher avec un client dans la maison que nous avons payé tous les deux ? Claire recula comme si elle avait reçu une gifle. Ce n'est pas... je peux expliquer. Grégoire eut un rire amer, sans joie. Vas-y, explique. Explique 8 mois de mensonges. Explique pourquoi tu as fait entrer cet homme dans le lit où nos enfants nous réveillent parfois le matin. Explique comment tu as pu me regarder tous les jours, m'embrasser, dormir à côté de moi, tout en organisant des rendez-vous secrets avec lui. Claire tenta de parler, mais les mots sortirent hachés, désespérés. Je n'avais pas prévu ça. C'est arrivé comme ça. Richard et moi, on s'est connectés. Tu travaillais tout le temps. Je me sentais tellement seul. Grégoire frappa violemment du plat de la main sur le comptoir, faisant sauter les photos. Non, ne me fais pas porter le chapeau. J'ai travaillé pour faire vivre cette famille. Toi, tu travaillais parce que tu le voulais, parce que tu adorais ton métier. Je t'ai soutenu de toutes les façons possibles. Et si tu étais malheureuse, si tu te sentais seule, tu aurais dû m'en parler. Une thérapie, des discussions honnêtes, un divorce si nécessaire. Mais toi, tu as choisi de mentir. Tu as choisi de trahir encore et encore. Claire se mit à pleurer, les larmes coulant librement. C'était une erreur, une terrible erreur. Je t'aime, Grégoire. J'aime notre famille. Il secoua lentement la tête. On ne fait pas une erreur pendant 8 mois, Claire. On n'amène pas son erreur dans notre maison à 2 heures du matin. Une erreur, c'est quelque chose qu'on fait une fois et qu'on regrette immédiatement. Ça, c'était des choix. Délibéré, calculé, égoïste. Il prit une autre photo, celle d'un message où Claire se plaignait de lui à Richard. Il est tellement prévisible. Tu te souviens de ça ? Tu l'as écrit il y a 3 semaines. Tu te moquais de moi auprès de ton amant pendant que j'étais là à m'occuper de nos enfants. Claire tenta une nouvelle approche, passant à la défensive. Et toi alors ? Tu n'es jamais vraiment présent, Grégoire. Tu travailles, tu rentres, tu manges, tu dors. Quand est-ce que tu m'as vraiment écouté pour la dernière fois ? Quand est-ce que tu as organisé quelque chose de spécial pour nous ? Grégoire la fixa avec une intensité qui la fit encore tressaillir. Je t'ai écouté quand tu disais vouloir faire carrière et je t'ai soutenu. Je t'ai écouté quand tu disais avoir besoin d'espace le week-end pour travailler et j'ai pris les enfants pour te le laisser. Je t'ai écouté chaque fois que tu disais être trop fatigué pour dîner ensemble et je n'ai jamais rien reproché. Mais toi, tu ne m'as pas écouté quand je t'ai proposé 3 fois ces derniers mois d'aller en thérapie de couple. Tu ne m'as pas écouté quand j'ai suggéré ce week-end en Provence pour nous retrouver. Tu étais trop occupé avec Richard. Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Claire s'assit sur l'un des tabourets de la cuisine, le visage enfoui dans les mains. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle enfin, la voix étouffée. Grégoire croisa les bras, s'appuyant contre le comptoir opposé. « C'est déjà fait. J'ai engagé un avocat. J'ai rassemblé toutes les preuves.
J'ai parlé à un expert comptable qui examine chaque centime que tu as dépensé pour Richard avec notre argent. Et lundi matin, je dépose une requête en divorce. Claire releva brusquement la tête. Divorce ? Grégoire. Non, on peut arranger ça. Une thérapie, du temps. Je vais rompre avec Richard. Il l'interrompit d'un geste. Tu as déjà rompu avec Richard puisqu'il est parti d'ici à 5 heures du matin vendredi. C'était il y a moins de 24 heures. Claire pâlit encore plus, réalisant qu'il savait exactement quand et où. Tu m'espionnais ? Grégoire sourit froidement. Je protégeais nos enfants, je protégeais nos biens, parce que visiblement je ne pouvais pas compter sur toi pour faire ce qu'il fallait. Il ramassa l'enveloppe et remit les photos à l'intérieur. Voilà ce qui va se passer. Tu vas appeler Richard tout de suite, devant moi, et mettre fin à tout ça. Ensuite, tu quittes cette maison aujourd'hui. Tu peux aller à l'hôtel, chez lui, je m'en fiche. Mais tu ne dors pas ici ce soir. Lundi, on commence les négociations officielles de divorce. Mon avocat a déjà les documents prêts. Claire tenta de protester. Les enfants, tu ne peux pas m'empêcher de voir mes enfants. Grégoire l'interrompit. Je ne t'en empêche pas, mais nous établirons une garde officielle. Et avec ces preuves, surtout le fait que tu aies fait entrer Richard dans la maison pendant que les enfants dormaient à l'étage, mon avocat est confiant. J'obtiendrai la garde principale. Tu auras des droits de visite, bien sûr, mais Théo et Léa vivront principalement avec moi. Les larmes de Claire se transformèrent en sanglots. Grégoire, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai commis une horrible erreur, mais je suis leur mère. Il ressentit une pointe, pas tout à fait de la pitié, mais un écho lointain de l'empathie qu'il avait autrefois pour elle. Mais l'image de Richard franchissant le seuil de sa maison noya tout reste de compassion. Tu aurais dû y penser avant, dit-il calmement. Maintenant, prends ton téléphone et appelle Richard. Je veux t'entendre rompre. Claire hésita, mais quelque chose dans le regard de Grégoire la convainquit qu'il ne bluffait pas. Les mains tremblantes, elle saisit son téléphone et composa le numéro. Richard décrocha à la 3e sonnerie, la voix chaude. « Salut, ma belle. Je pensais que tu appellerais plus tôt. Pour ce soir… » Claire l'interrompit, la voix brisée. « Richard, je ne peux plus continuer. C'est fini. Mon mari sait tout. » Un long silence à l'autre bout. « Quoi ?» Claire, qu'est-ce que tu racontes ? Elle regarda Grégoire, implorante en silence, mais il croisa seulement les bras, attendant. Il a des photos, des vidéos, des messages. Il demande le divorce. Je ne peux plus… On ne peut plus se voir. Richard resta silencieux un instant, puis sa voix changea, devenant froide et distante. Je vois. Eh bien, c'était amusant le temps que ça a duré, Claire. Bonne chance pour la suite. Et il raccrocha. Claire fixa son téléphone, abasourdie par sa froideur. Il a juste raccroché. Grégoire hocha la tête. Les hommes comme Richard ne restent pas quand ça devient compliqué. Il voulait la version amusante et secrète de toi, pas la version divorce public et compliquée. Maintenant, tu sais vraiment ce qu'il valait. Claire se remit à pleurer, mais Grégoire ne lui offrit aucun réconfort. Il prit ses clés de voiture sur le comptoir et les posa dans sa main. Tu as 1 heure pour faire tes valises et partir. Je reste ici pour m'assurer que tu ne prends que tes affaires personnelles. Lundi, tu pourras coordonner avec mon avocat pour le reste. Claire monta lentement les escaliers. Grégoire l'entendit ouvrir tiroirs et placards dans la chambre. Il s'assit dans le salon, vidé émotionnellement, mais étrangement soulagé. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que le mensonge dans lequel il vivait depuis des mois. 50 minutes plus tard, Claire redescendit avec 2 grosses valises. Elle s'arrêta sur le seuil du salon. « Grégoire, je suis désolé, vraiment désolé. » Il ne la regarda pas. « Moi aussi. » Et avec ces mots, Claire partit. La porte se referma doucement derrière elle. Les mois qui suivirent furent un tourbillon juridique et émotionnel. La procédure de divorce en France, même avec des preuves flagrantes d'adultère, prend du temps. Martin Hervé se montra implacable pour défendre Grégoire, utilisant chaque élément de preuve pour bâtir un dossier solide. L'expert comptable remonta plus de 15 000 € que Claire avait dépensés pour des cadeaux à Richard, des week-ends, des dîners secrets, le tout prélevé sur les fonds communs du couple. Ajouté au fait qu'elle avait introduit son amant dans le domicile familial, cela pesa lourd dans les négociations. Claire résista d'abord, engagea son propre avocat qui argua que Grégoire avait été émotionnellement absent et que Claire méritait la moitié malgré l'infidélité. Mais les preuves étaient écrasantes. L'accord final, après 4 mois de négociations tendues, accorda à Grégoire la résidence principale de Théo et Léa,
avec pour Claire des week-ends en alternance et une soirée en semaine. La maison revint à Grégoire, qui racheta la part de Claire sur la base d'une expertise favorable. Le partage des biens fut de 60-40 en faveur de Grégoire, tenant compte de l'utilisation abusive des fonds conjugaux. Claire conserva son activité immobilière, mais dut reverser une partie de la plus-value réalisée pendant le mariage. L'impact sur la vie de Claire fut dévastateur à d'autres égards. Richard, comme Grégoire l'avait prédit, disparut complètement dès que le divorce devint public. Il la bloqua sur les réseaux sociaux et changea de numéro. Quand elle tenta de le joindre via des contacts communs, elle apprit qu'il fréquentait déjà une autre femme, une divorcée femme d'affaires d'une quarantaine d'années. Claire fut brisée par la facilité avec laquelle il l'avait remplacée. Professionnellement aussi, les choses se gâtèrent. Le milieu immobilier lyonnais est relativement fermé et les rumeurs sur le scandale se répandirent rapidement. Plusieurs clients importants, surtout ceux aux valeurs conservatrices ou traditionnelles, partirent. L'agence où elle travaillait, soucieuse de son image, lui suggéra gentiment de voir ailleurs. Claire finit dans une petite structure, gérant des biens moins prestigieux et touchant des commissions bien plus faibles. Les amis communs prirent parti une fois les détails connus. Les dîners qui incluaient autrefois les deux n'invitaient plus que Grégoire. Claire se retrouva de plus en plus isolée socialement, confrontée aux conséquences de ses choix dans une solitude qu'elle n'avait jamais imaginée. Les enfants, surtout Théo, eurent du mal à digérer la séparation. Grégoire fut honnête, de façon adaptée à leur âge. Il leur expliqua que maman et papa ne pouvaient ne plus vivre ensemble parce que la confiance avait été brisée. Il ne parla jamais en mal de Claire devant les enfants, malgré la douleur. Mais il ne mentit pas non plus quand Théo, avec sa perspicacité de garçon de 12 ans, lui demanda directement si maman avait trompé papa. Grégoire confirma doucement et regarda le visage de son fils se fermer, la déception s'installer dans ses jeunes yeux. Léa, plus jeune et moins consciente des détails, regrettait surtout la structure familiale intacte, plus qu'elle ne comprenait la véritable raison de sa disparition. 18 mois après ce message « Je suis occupé », Grégoire était dans un endroit complètement différent. Les blessures n'étaient pas totalement guéries, mais elles se refermaient. Il rencontra Sophie, une infirmière urgentiste de 37 ans, grâce à des collègues lors d'un barbecue décontracté. Sophie était l'opposé de Claire, à bien des égards. Directe, sans filtre, sarcastique, zéro tolérance pour les jeux émotionnels. Elle était divorcée elle aussi, sans enfant, et comprenait la complexité de la reconstruction après une trahison. Leur relation commença lentement, fondée sur une honnêteté brutale et des attentes claires. Sophie rencontra Théo et Léa après 6 mois de relation. À la surprise de Grégoire, les enfants l'apprécièrent immédiatement. Elle ne chercha jamais à remplacer Claire. Elle était simplement elle-même, joueuse avec Léa, respectueusement directe avec Théo. Grégoire demanda Sophie en mariage un après-midi de printemps au parc de la Tête d'Or, avec Théo et Léa dans le secret et présent. Ce n'était pas une mise en scène sophistiquée, juste eux quatre, un pique-nique et une question simple. Sophie répondit oui sans hésiter. Théo applaudit, Léa sauta de joie. Pour la première fois depuis des années, Grégoire sentit que sa famille, reconfigurée, différente mais réelle, était à nouveau entière. Claire resta seule. Elle vivait dans un modeste appartement dans un quartier moins cher de Lyon, partageait son temps limité avec les enfants et peinait à reconstruire une carrière qui n'avait jamais retrouvé son éclat d'avant. Elle tenta plusieurs fois de renouer avec Grégoire par de longs messages émotionnels, implorant le pardon, proposant une amitié pour le bien des enfants. Grégoire répondit poliment mais fermement. Ils pouvaient être des coparents civilisés, mais jamais des amis. La confiance, une fois détruite de cette façon, ne se restaure pas. Claire essaya quelques rendez-vous occasionnels, mais rien ne dura. Elle portait le poids de la culpabilité et d'une réputation ternie comme un bagage trop lourd pour la plupart des hommes intéressés. Un après-midi d'automne, 2 ans après la confrontation dans la cuisine, Grégoire était dans les gradins du terrain de foot de Léa, la regardant jouer avec un enthousiasme maladroit. Sophie était à côté de lui, Théo de l'autre côté, tous les trois encourageant bruyamment. Claire se tenait de l'autre côté du terrain, seule, applaudissant poliment mais visiblement déconnectée de la dynamique familiale heureuse qui se déroulait sans elle. Grégoire l'observa un instant et ne ressentit rien. Ni colère, ni satisfaction de justice poétique, ni tristesse résiduelle, juste une indifférence neutre. Elle était devenue une étrangère qui partageait la garde de ses enfants. Rien de plus. Ce soir-là, pendant qu'il aidait Léa avec ses devoirs et que Sophie préparait le dîner, Théo s'approcha. « Papa, je peux te demander quelque chose ?» Grégoire leva les yeux. « Bien sûr, fiston. » Théo hésita, choisissant ses mots. « Tu es encore en colère contre maman pour ce qui s'est passé ?»
Grégoire réfléchit soigneusement avant de répondre. Plus maintenant, Théo, je l'ai été longtemps, mais la colère te dévore vivant si tu la laisses faire. Ta maman a fait de très graves erreurs qui ont fait beaucoup de mal. Elle vit avec les conséquences. Mais nous, on a avancé. On a construit quelque chose de mieux. Théo hocha lentement la tête, assimilant. Sophie est cool, je suis content que tu l'aies rencontrée. Grégoire sourit, la poitrine serrée de fierté. Moi aussi, fiston, moi aussi. Plus tard dans la soirée, après que les enfants furent couchés, Grégoire et Sophie s'assirent sur la terrasse, partageant une bière sous le ciel étoilé. À quoi tu penses demanda Sophie en étudiant son visage. Grégoire sourit légèrement. À ce message, je suis occupé. C'est ce qui a tout déclenché. Le moment où j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Si elle avait répondu normalement au téléphone ce jour-là, j'aurais probablement continué à ignorer les signes pendant des mois, peut-être des années. Mais cette froideur m'a réveillé. Sophie serra sa main. Parfois, la pire chose qui nous arrive finit par être la meilleure aussi. Tu ne serais pas ici, je ne serais pas ici si elle n'avait pas été assez stupide pour te laisser partir. Grégoire acquiesça, reconnaissant la vérité profonde de ces mots. Claire avait détruit leur mariage, mais ce faisant, elle l'avait libéré pour trouver quelque chose de vrai. Il avait appris que l'amour sans confiance n'est qu'une belle façade cachant la pourriture, que agir vite, même quand c'est douloureux, vaut mieux que vivre dans le déni, que ses enfants étaient plus résilients qu'ils ne le craignaient, et que montrer de la dignité et des limites saines valait infiniment plus que préserver un mensonge. Et il avait appris que la justice n'est pas toujours bruyante ou spectaculaire. Parfois, la justice consiste simplement à avancer, à construire une vie meilleure et à laisser les conséquences naturelles faire leur travail. Claire devait vivre avec ses choix, l'amant qu'il avait jeté, la carrière qui s'était fanée, les enfants qu'il a regardés avec une méfiance croissante à mesure qu'ils grandissaient et comprenaient mieux ce qui s'était passé. La solitude des nuits interminables dans un appartement vide. Grégoire ne ressentait pas de satisfaction cruelle à ce sujet, mais il reconnaissait la symétrie. Elle avait choisi Richard au détriment de sa famille. Elle avait choisi les mensonges plutôt que les conversations difficiles. Et maintenant, elle vivait avec ses choix. Lui, en revanche, avait choisi l'action plutôt que la passivité, la vérité plutôt que le confort illusoire, le respect de soi plutôt que le martyre. Et il en récoltait les fruits, une compagne qui le valorisait, des enfants qui le respectaient, et une paix intérieure qui avait semblé impossible ce mardi où il avait lu « Je suis occupé ». Ce message glacial avait sauvé sa vie, et étrangement, pour cela, il lui en était reconnaissant.